Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être là ce matin 10h30 pour cette troisième matinale consacrée par Entreprises pour l'Environnement à la biomasse. Le thème de ce matin, c'est l'agriculture. On en a déjà beaucoup parlé lors des 2 journées précédentes, mais je laisse à Claire Tutenuy le soin de présenter cette matinée. Claire Tutenuy, bonjour, vous êtes la déléguée générale de EPE. Entreprises pour l'environnement. Merci Frédéric. Nous avons effectivement, bienvenue à ce troisième webinaire. Nous avons vu lundi un paysage très global où dans un monde de bioéconomie déjà bien chargé, puisqu'il y a beaucoup de demandes, on ajoute une demande supplémentaire ou des demandes supplémentaires pour la transition énergétique en termes de bioénergie, en termes de biomatériaux. Ça supposait bien évidemment de mettre à disposition des terres pour ces nouvelles demandes. On a donc parlé hier au deuxième webinaire d'aménagement du territoire, où il est apparu un problème. L'aménagement du territoire est le fruit de siècles de conflits d'usage. C'est donc un paysage qui est modelé par des quantités de règles, de fiscalité, d'intérêts, de niveau de gouvernance, du particulier à la commune, à la région et au monde. Et donc, quand on veut changer quelque chose, il ne suffit pas d'avoir une grande politique zéro artificialisation nette, il faut aller voir dans les détails. Et on a vu la difficulté hier sur ce sujet de l'aménagement du territoire. Ça ouvre beaucoup de travail à faire pour tout le monde. Aujourd'hui, le sujet est peut-être encore plus compliqué. L'agriculture est un sujet, une profession magnifique, millénaire, qui est elle aussi aujourd'hui soumise à des attentes nouvelles, exigeantes de l'ensemble de la population, alimentaire bien entendu, mais aussi la qualité des eaux, mais aussi la captation du carbone, mais aussi la profession elle-même et ses attentes sont le monde doit être viable économiquement, doit être viable démographiquement, et donc on a une concentration d'attentes et de difficultés. Et je vais passer la parole à Frédéric pour voir comment est-ce qu'on peut changer l'agriculture, comment est-ce qu'on peut accommoder toutes ces demandes, tous ces besoins, et en même temps sortir une transition écologique et une agriculture plus écologique. Frédéric, et merci. On a un panel d'experts extraordinaires. Oui, merci Claire, et à tout à l'heure pour la conclusion de ce troisième exercice, de ce troisième télématin de la biomasse sur l'agriculture, donc à qui on demande beaucoup et son contraire. On lui demande de produire plus pour moins cher, de meilleure qualité, sans abîmer les sols, tout en entretenant la biodiversité, sans utiliser trop ou plus du tout d'intrants chimiques, engrais, pesticides et autres. Tout ça en essayant de garder ces terres alors que les villes en veulent, alors que les entrepôts en veulent, alors que les data centers en veulent et alors qu'il y a une demande nouvelle sur la biomasse, mais en même temps cette demande peut aussi créer de nouvelles filières. On l'a vu ne serait-ce que lundi avec Dalkia. Voilà, planter des haies, ça coûte cher, mais mine de rien, si on trouve une filière pour utiliser le bois de coupe des haies, eh bien ça peut créer un revenu pour les agriculteurs, en tout cas faire en sorte que ça ne leur coûte pas si cher. Et puis, on est dans l'actualité. Hier, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie, a lancé, enfin, on dit tous les professionnels de la question, le plan protéines qui vise à augmenter de 40% dans les 3 ans la surface allouée aux légumineuses en France. Elle est d'1 million d'hectares pour en arriver à 2 millions d'hectares d'ici 2030. Donc, mesdames, messieurs, apprenez à manger, d'ores et déjà, apprenez à faire à manger avec des pois chiches, des petits pois, des haricots, des pois cassés. Il va falloir les manger parce qu'on va en produire plus, mais on va en produire plus aussi pour sans doute d'autres usages. On va voir ça ce matin avec mon panel d'experts et d'expertes. On n'a toujours pas atteint la parité, je m'en excuse, mais Estelle Desarnaud représente l'autre partie de l'humanité qui n'atteint pas 50% ce matin, mais c'est ainsi. Estelle Desarnaud, vous serez en compagnie de Bernard Chevassieux-Lu, de Christian Couturier, d'Emmanuel Ies, je vous présenterai tous après, de François Yos et d'Édouard Lancrier. Christian Couturier, vous allez nous cadrer les choses. Vous êtes le directeur général de Solagro et le président de Négawatt. Déjà en quelques mots, Solagro, Négawatt, pour les 400 et quelques amis et amis ES qui nous regardent, qu'est-ce que c'est ? On vous écoute. Alors, ce sont des associations loi 1901. Solagro a été fondé en 1981 par des enseignants, chercheurs et des étudiants en agriculture pour travailler sur les questions de l'énergie en agriculture. Et depuis, mène différents types de missions, des actions de terrain, des travaux de recherche de développement, de la prospective,
et des missions d'animation, de filières, de formation, d'information du public et de participation au débat public sur ces questions. Et Negawatt est une association donc où j'exerce à titre cette fois bénévole en tant que président, qui s'est fait connaître il y a une dizaine d'années maintenant par la construction d'un scénario de transition énergétique. Et donc les deux scénarios qu'on porte nous à Solagro avec le scénario After 2050 et le scénario Negawatt, donc sur l'énergie, After portant sur l'agriculture, la forêt et l'alimentation, ont constitué le premier scénario de neutralité climatique à 2050, il y a déjà désormais une dizaine d'années. Alors la biomasse et l'agriculture, ça implique quoi d'augmenter la biomasse pour plein d'usages différents? On a abordé beaucoup l'énergie lors des deux précédents débats, en particulier le premier. Vous avez travaillé spécifiquement là-dessus. On vous regarde. Oui, alors si on peut lancer la petite présentation. Elle arrive. Voilà. Donc, quand on parle, alors sur la deuxième diapo, s'il vous plaît, donc lorsqu'on parle de la production de bioénergie d'origine agricole, on pense bien sûr à la question de la concurrence avec l'alimentation, mais le sujet ne se limite évidemment pas à cet aspect, comme l'a rappelé Claire Tutenuit. D'une façon générale, la production de biomasse agricole, quel qu'en soit l'usage, mobilise des ressources, dont le phosphore. Il faut rappeler que c'est la seule matière non renouvelable qui est classée comme critique et qui participe à la production agricole, et génère des impacts sur les écosystèmes, donc soit directement par la contamination des milieux, soit indirectement par la destruction des habitats naturels. Il y a donc un premier niveau de réflexion qui est celui de la productivité des écosystèmes d'une part, et d'autre part du niveau acceptable des prélèvements nets de biomasse pour l'ensemble des activités humaines, et qui rejoint des notions comme celle des limites planétaires. Ensuite, à l'intérieur de cet espace de réflexion se pose la question des arbitrages entre les usages que vous avez déjà abordés dans les webinaires précédents, et dans une vision de l'humanité qui ne consommerait que des ressources renouvelables et en équilibre avec l'écosystème, y compris du point de vue climatique. La biomasse offre un certain nombre de matières qui ne peuvent que difficilement être produites autrement, avec toute la liste des biens et services qui peuvent se décliner selon les 6 F. On pourrait rajouter aussi la fête, la pharmacie, on pourrait rajouter d'autres F aux différentes fonctions que peuvent assurer les différentes biomasses. Sur la diapo suivante, donc dans les rapports du GIEC, notamment celui du groupe de travail sur l'atténuation de 2014, le rapport spécial 1,5 degré de 2018, le rapport spécial sur les terres de 2019, on trouve différentes estimations du potentiel mondial de bioénergie qui vont, pour les fourchettes plus étroites, de 40 à 312 hexajoules, avec un niveau de consensus qui va décroissant avec les potentiels les plus élevés, comme on le voit dans le graphique de droite. La valeur médiane des scénarios qui ont été examinés dans le rapport spécial 1,5 degré, c'est de 154 hexajoules, c'est-à-dire 3 fois la valeur actuelle de production mondiale de bioénergie. Seules les familles de scénarios P1, pour ceux qui sont familiarisés avec les rapports du GIEC, donc du rapport spécial 1,5 degré, permettent de diminuer le recours aux bioénergies par rapport à aujourd'hui de moins 20% d'ici 2050, mais à condition de réduire les émissions de CO2 mondiales de 58% d'ici 2030. Et sachant que la majorité des bioénergies actuelles sont des bioénergies traditionnelles qui doivent diminuer, cela signifie que les bioénergies dites modernes, qui sont plus efficaces et moins polluantes, sont amenées à se développer donc de façon massive. Et logiquement, dans les pays qui disposent à la fois de ressources importantes et de la capacité à assurer une gestion durable des écosystèmes qui ne sont pas menacés par la désertification, la déforestation, et c'est le cas notamment de l'Europe. Et on retrouve cette fourchette dans beaucoup de scénarios de prospective énergétique depuis 20 ans, à savoir entre une limite basse qui correspondrait à une stabilisation des bioénergies à leur niveau actuel, avec passage aux bioénergies modernes, et en limite haute, un triplement des bioénergies. Et c'est le cas des scénarios de la stratégie de long terme de l'Union européenne de 2018, où les bioénergies augmentent entre plus 20 et plus 80% pour les différents scénarios qui atteignent la neutralité climatique en 2050. Diapo suivante.
Alors, les bioénergies actuelles proviennent, en tout cas en Europe, principalement du bois. Mais une grande partie des nouvelles ressources viendront à l'avenir de l'agriculture. Donc, en 20 ans, hein, la production d'énergie issue du bois a doublé en Europe, passant de 50 à 95 millions de tonnes équivalent pétrole. Et celle de l'agriculture, alors en comptant ici les biocarburants et le biogaz, qui est majoritairement aujourd'hui, très majoritairement d'origine agricole, a lui décuplé en passant de 3 à 32 millions de tonnes équivalent pétrole. Et on observe des impulsions fortes dans les années 2000, hein, c'est vrai pour toutes les filières, que ce soit les biocarburants première génération, le bois, le biogaz, mais aussi les importations de bioénergie. Ces impulsions coïncident avec les directives européennes sur les énergies renouvelables, mais on observe aussi un ralentissement très net dans les années 2010. Donc on n'assiste pas du tout à une déferlante de bioénergie, hein, et le titre du séminaire ne rend pas tellement justice au cadre législatif qui a été mis en place depuis 20 ans. Les bioénergies en Europe en 2020, ce n'est pas la Californie de 1848. La directive sur les énergies renouvelables, dite RED II, a fixé un certain nombre de critères environnementaux, notamment en termes d'efficacité climatique, de prévention des risques liés au changement d'utilisation des terres. Sa révision vient d'être engagée et devrait conduire à un renforcement de ces exigences. Le règlement européen sur le secteur des terres permet de mieux prendre en compte les modifications d'usage des terres et de stockage du carbone dans les écosystèmes. Donc sur la diapo suivante, donc pour nous, pour instruire correctement le débat public, je pense qu'il est nécessaire d'expliciter un certain nombre de partis pris. Donc dans les scénarios After 2050, hein, réalisés par Solagro, donc comme je le rappelais, associé au scénario Négawatt pour produire le premier scénario de neutralité climatique pour la France en 2050. Donc le premier parti pris que nous avons adopté, c'est le maintien du volume global de prélèvement de la biomasse agricole au niveau actuel. Le second parti pris, c'est un changement de la répartition de ces prélèvements en réduisant la part consommée par les animaux, qui est de loin la plus grande part prélevée par l'agriculture. Et donc, corrélativement, la quantité d'énergie perdue par le métabolisme des animaux, et donc en augmentant la part consacrée à la fois aux bioénergies et aux biomatériaux. Donc on réduit l'élevage, quoi, c'est ça ? Ça passe par une réduction du volume des cultures principales au profit des cultures intermédiaires, mais avec un volume global qui reste stable. Donc des cultures intermédiaires qui jouent plusieurs services agro-environnementaux, dont un service nouveau qui est non exclusif des autres, de production d'énergie. Et avec comme mode de valorisation dans nos travaux, dans nos scénarios, une large préférence pour la méthanisation, dont l'atout principal, c'est de conserver le carbone du sol et les nutriments, donc l'azote et surtout le phosphore. Avec 0 culture principale, donc 0 hectare dédié à la méthanisation, uniquement des coproduits de l'activité agricole et l'utilisation des couverts intermédiaires. Autrement dit, nous avons imaginé un nouvel équilibre dans les modes de production de biomasse et dans leurs usages, hein, un équilibre qui reflète nos points de vue. Et je vais conclure en insistant sur la grande utilité, voire la nécessité de disposer de scénarios quantifiés et de critères d'évaluation explicites pour la qualité du débat public. Je vous remercie. Merci. Ah, c'est encore le téléphone, il faut l'éteindre. C'est le minuteur. D'accord, bon, on a le même avec la même sonnerie. Si je résume, alors déjà, vous disiez les 6 F, moi j'en étais resté à 4, donc c'est un acronyme anglais. Donc on a fibre, on a fuel, on a food, alimentation. Les 3 autres, c'est quoi ? Alors les autres, c'est forêt, alors dans le sens étymologique, hein, c'est-à-dire forest, donc des terres qui sont soustraites à l'activité anthropique ou qui sont peu exploitées, ou sur lesquelles on a interdit toute construction et toute activité et toute mise en culture. On a fumure ou fertilité des sols. Et donc avec ça, on a nos 6 F. D'accord. Et votre modèle repose sur... Si je résume, une moindre consommation de viande et de lait, de produits animaux pour laisser plus de terre aux légumineuses, c'est ça, et un modèle dont le deuxième pilier, c'est les cultures intermédiaires.
Alors, il y a un certain nombre de piliers, donc c'est résumé de façon rapide, en quelques secondes, hein, mais oui, effectivement, c'est une nouvelle répartition des usages avec plus de légumineuses pour l'alimentation humaine, légumineuses fourragères et légumineuses à destination de production d'engrais verts. Donc effectivement, l'élevage consommant 80% des terres agricoles et de la biomasse agricole, c'est effectivement le principal secteur qui doit faire de la place pour les autres besoins. La part qu'a pris l'élevage aujourd'hui, c'est pas une donnée agronomique de base, hein, c'est le résultat de choix historiques de production, de demande, d'évolution des écosystèmes agricoles, paysagers, etc. Donc c'est un choix qui est questionnable, hein, c'est un choix de politique publique, tout comme le régime alimentaire, c'est un choix qui est questionnable. C'est un peu nouveau dans le débat public, la question du régime alimentaire devienne l'objet de politique publique, enfin de débat public qui aille au-delà des questions de nutrition et de santé et qui intègre des questions d'environnement et de changement climatique. Ça va faire partie du débat de ce matin. En tout cas, on entend bien la biomasse. On ne peut pas oublier ce facteur limitant qui est le facteur bêtement humain, c'est celui de notre alimentation. Donc vous interrogez notre régime alimentaire. Merci Manuel Hyest. Donc avec nous Bernard Chevassieux, lui président d'Humanité et Biodiversité, et François Yos, directeur, j'ai dit Manuel Hyest, pourquoi j'ai dit Manuel Hyest? Donc avec nous Bernard Chevassieux, lui président d'Humanité et Biodiversité, Emmanuel Hyest, président de la Fédération nationale des SAFER, François Yos, directeur biofuel chez Total, Édouard Lancrier, manager innovation, territoire et environnement chez InVivo, et Estelle Desarnaud, directrice générale adjointe d'Eau de Paris. Alors Eau de Paris, je précise, ce n'est pas une eau de parfum, ce n'est pas un parfum, c'est Eau de Paris, c'est l'administration qui gère l'alimentation en eau potable de Paris. À qui je vais passer la parole? Tiens, Monsieur Yos. On l'a vu, hein, une augmentation, je sais pas comment on dit, décuplement de la fabrication, de l'usage des biofuels, du biogaz, des biocarburants, un tassement en 2010. Qu'est-ce que Total vient faire là-dedans? C'est un gros marché, la biomasse est une ressource d'avenir pour un géant tel que vous? Oui, je vous remercie de me donner la parole et de m'inviter effectivement à participer à cette table ronde au milieu d'experts agronomes que je ne suis pas. C'est pas grave, moi non plus. Les biocarburants, donc, c'est effectivement des carburants liquides qui se substituent aux carburants fossiles et qui sont issus de la transformation des matières végétales produites par l'agriculture. Et donc, c'est en cela que les biocarburants en fait, sont une énergie renouvelable. Ils permettent de réduire de 50 à 90% selon les matières utilisées les émissions de CO2 par rapport aux carburants fossiles. Tout ça parce que le carbone qui est libéré au moment de la combustion du biocarburant dans le moteur est un carbone qui a été capté au moment de la croissance de la plante. Donc en ce sens, les biocarburants sont une des solutions qui sont disponibles pour réduire l'empreinte carbone du secteur des transports. Et alors que Total se positionne vraiment au cœur de l'enjeu climatique en tant que groupe multi-énergie, alors que Total s'est fixé comme ambition d'être la majeure de l'énergie responsable, s'est fixé l'ambition d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, conjointement avec la société pour l'ensemble de ses activités. Donc, pour y arriver, je ne sais pas si on a la possibilité de montrer quelques planches. On y est. Voilà. Là, c'était juste pour illustrer effectivement l'ambition qui est la nôtre, d'atteindre la neutralité carbone pour l'ensemble de notre production et nos produits énergétiques utilisés par nos clients en 2050. Alors, la planche suivante, parce que la question, c'est comment y arriver. Alors, cette planche, elle montre les deux scénarios Total relatifs à la demande globale en énergie en 2018, en 2030 et en 2050. Ce qu'il faut retenir très rapidement, c'est que, compte tenu de la croissance démographique mondiale, le monde a besoin de plus d'énergie, mais il doit émettre moins de carbone. Et le transport émet près d'un quart des émissions de CO2 dans le monde. Donc, aux côtés des solutions type GNL, gaz, des solutions électriques, l'incorporation en fait, des biocarburants est effectivement un levier important pour réduire l'empreinte carbone du transport routier
et tout particulièrement en fait du secteur aérien où l'alternative au carburant liquide risque de prendre un petit peu de temps pour être mise en place. Donc, pour terminer assez rapidement en fait cette petite introduction, ce que j'ai envie de dire, c'est que les biocarburants, c'est effectivement une solution importante dans laquelle Total est investi à la fois en tant que chercheur, en tant que distributeur, en tant que producteur. En France, les biocarburants, ça représente à peu près 2,5% de la surface agricole. Et la grande majorité en fait, des biocarburants qui sont produits et qui sont distribués en France, en fait, le sont à partir de matières premières françaises. Et alors, en conclusion, je dirais que pour Total, ce qui est important, c'est que les émissions de carbone qui sont associées aux biocarburants continuent d'être réduites. Et pour cela, il y a deux démarches en parallèle qui doivent être entreprises. À la fois le développement en fait, d'une agriculture toujours moins émettrice de carbone, donc le développement d'une agriculture bas carbone, un plus grand recours aux intercultures, et puis un recours un peu plus massif aux déchets et aux résidus en complément en fait, des matières premières agricoles traditionnelles pour la production de biocarburants toujours moins émetteurs de CO2 par rapport à leurs équivalents fossiles. Donc vous allez dans le sens de Solagro, les cultures intermédiaires. Vous devez être content du plan protéines du gouvernement, finalement, qui a été lancé hier. Ça ne peut qu'augmenter votre stock. Il y a assez de gisements en France. Il y a assez de gisements en France pour vous. Vous êtes prêt à acheter plus de biomasse à la française parce que vous connaissez, hein, évidemment, l'usine de la Med, vous importez de l'huile de palme. Pourquoi vous ne faites pas appel plus à des producteurs de biomasse, comme j'ai derrière, français ? Alors, depuis le 1er janvier 2020, oui. L'huile de palme, en fait, n'est plus une matière première reconnue par le législateur français comme éligible à la production de biocarburants. Ça veut dire que nous ne distribuons pas de biocarburants à base d'huile de palme en France. En France. Ceci étant dit, sur le site de la Med, qu'est-ce que nous utilisons comme matière première pour produire des biocarburants? On va utiliser du colza, essentiellement effectivement issu de terres françaises. Et vous avez raison en fait de dire que dans l'exemple du colza, la partie tourteau en fait du colza sert effectivement à l'élevage. Et l'huile de colza, qui est un coproduit, va lui servir à la production soit d'ester, soit de diesel renouvelable, typiquement sur notre usine de la Med. Donc, typiquement, on va utiliser du colza, et puis on va utiliser, des huiles de cuisson usagées ou des résidus des abattoirs, type graisse animale. Voilà, donc ça, c'est le type de ressources qu'on utilise effectivement sur notre usine de la Med à destination du marché français. D'accord, je continue le tour de table. Édouard Lancrier. Édouard Lancrier, je ne vous ai pas présenté. Si, vous êtes manager innovation, territoire et environnement chez InVivo. InVivo, c'est la coopérative des coopératives. Vous représentez 200 coopératives, c'est ça ? Absolument. Alors plus particulièrement chez InVivo, moi je travaille chez AgroSolutions. Chez AgroSolutions, pardon, je ne l'ai pas précisé. Conseil en agronomie, environnement du groupe. On accompagne en fait depuis une quarantaine l'ensemble des coopératives du réseau InVivo. Donc aujourd'hui plus de 200 coopératives implantées sur tous les territoires de France. On les accompagne historiquement sur le conseil en agronomie, l'évaluation des différentes techniques, des différents produits, de tous les nouveaux produits qui arrivent. Évaluation historiquement sur leur impact en termes d'agronomie et depuis une quinzaine d'années, la dimension environnementale est devenue absolument présente dans notre expertise. Et en parallèle de cet accompagnement des coopératives, on a diversifié notre activité depuis une quinzaine d'années sur l'accompagnement de tout tas d'acteurs industriels, agro-industriels, sur du conseil à la transition impliquant l'agriculture et l'environnement. Du coup, on fait beaucoup de conseils agronomiques, on accompagne. En fait, notre rôle est, une fois qu'il y a déjà de définir un plan d'action pour une
transition environnementale, puis de réaliser comment cette transition peut se mettre en œuvre à l'échelle de l'exploitation agricole, avec les freins qui vont être ceux des agriculteurs, au premier rang desquels la résilience économique. On a aujourd'hui toute une série d'injonctions qui sont données à l'agriculture française pour opérer une transition. Il faut bien se rendre compte que pour que ce soit possible, il faut que ça puisse être mis en œuvre au niveau à la maille la plus fine. Transformation qui est la partielle agricole. Tout ça doit donc être intégré dans un assolement, mis en œuvre avec des moyens de production qui sont financés souvent par des emprunts réalisés par l'agriculteur. Il faut donc que l'agriculteur ait une perspective de transition agronomique et qu'il puisse insérer ça dans un projet économique. Donc voilà, on accompagne depuis l'évaluation diagnostic initial, la manière d'améliorer l'impact, la manière de mettre tout ça en musique. Ces transitions, depuis quelques années, elles concernent dans les territoires l'implantation dite à bas niveau d'intrants pour préserver les ressources naturelles en eau. Depuis 2-3 ans, on a suivi du carbone qui ose. Là aussi, ça implique de revoir parfois complètement l'assonnement, le système de culture. La bioénergie est un sujet nouveau et qui, pour le coup, on en parle depuis un moment. Il y a des plans nationaux macroéconomiques dont on a parlé jusqu'ici. On se rend compte sur le territoire que souvent, les blocages sont d'ordre organisationnel, structurel, structuration des filières. D'accord, les filières. Et les enjeux sont souvent d'être capable de donner une vision à l'agriculteur sur les débouchés qu'il va pouvoir avoir, d'équiper les filières avec des outils de filière pour, en amont de la production agricole, fournir à l'agriculteur des intrants adaptés, des semences, des cultures, lui fournir de l'information sur les cultures qui peuvent être en association avec ce qu'il a déjà en production, comment il peut penser l'insertion progressive de ces nouvelles cultures dans des assolements qui sont programmés sur plusieurs années, sans bousculer son modèle économique. Comment, une fois qu'il a produit, cette production peut trouver à s'écouler dans des filières bien équipées en outils de territoire. Et du coup, nous, ce qu'on constate, c'est souvent une opposition entre des visions très macroéconomiques pensées à l'échelle France ou Europe, de théoriquement possible de produire, et en effet, c'est possible, et la mise en œuvre de terrain qui nécessite d'être articulée avec des investissements de territoire, des transitions à l'exploitation. Et juste pour terminer, puisqu'on en a tous parlé, ce sujet, c'est vrai qu'il est extrêmement important, c'est la transition bas carbone. C'est un sujet qu'on prend également à bras-le-corps, puisqu'on réalise avec les instituts techniques des grandes cultures la méthodologie label bas carbone des grandes cultures. On est en train de voir comment cette méthodologie va pouvoir être mise en œuvre à l'échelle des exploitants. Et c'est une brique de plus, un élément de plus à intégrer dans l'équation globale de transition des exploitations agricoles. On est ici pour parler de biomasse et plutôt de biomasse énergie. Il faut savoir que les exploitants agricoles aujourd'hui doivent repenser l'avenir de leur exploitation avec être capable de produire de la biomasse énergie, produire de l'aliment, réduire les émissions, stocker du carbone. De plus en plus, la question des sols, la régénération des sols et la régénération de la biodiversité est prépondérante. Donc tout ça est absolument passionnant, mais nécessite énormément de réflexion et d'organisation, de structuration. On vous entend mal. Bah, tiens, je profite d'une coupure de son pour vous couper, Monsieur Lancrier. Si j'ai bien compris, la biomasse, tout le monde est prêt, mais les filières ne sont pas encore vraiment organisées. Les agriculteurs hésitent encore à y aller parce que d'un point de vue économique, on n'y est pas encore. Et puis, le constat partagé par Négawatt et Solagro, vous le partagez donc, il faut augmenter la production de protéagineux, il faut augmenter la production de légumineuses, il faut aller dans cette optique, diminuer la part de l'élevage. Alors, je ne me prononcerai pas sur la diminution de la part de l'élevage. Je le savais, mais j'ai quand même posé la question. L'accroissement des protéines, de la production, enfin l'autonomie protéique française, c'est une évidence. Mettre plus d'interculture, c'est une évidence pour des raisons d'économie agricole à l'échelle de la France,
pour des raisons d'intelligence agroécologique et de régénération des sols. Je pense qu'il n'y a pas de sujet là-dessus. Par contre, encore une fois, quand on se place du point de vue de l'agriculteur, il faut que tout ça puisse être rendu possible. On est d'accord. On ne peut pas imposer aux agriculteurs des choix de société pris sans considération de leurs contraintes techniques et opérationnelles. Et donc, il faut les accompagner, mais alors pas seulement sur produire plus de biomasse, mais produire plus de biomasse dans le contexte global qu'on a évoqué ici, c'est-à-dire en articulation avec des transitions bas carbone, des plans de culture qui sont régénérateurs de la biodiversité et des sols qui préservent les ressources en eau. Donc il faut vraiment avoir une concertation globale, mettre sur le papier tous les enjeux à accomplir et proposer aux agriculteurs des solutions d'accompagnement technique et économique qui leur permettent de répondre à ces objectifs. Il y en a une, hein, c'est ce que fait, c'est le levier de la commande publique. Madame Desarnaud, bonjour. Directrice générale adjointe d'eau de Paris, vous aidez des agriculteurs du côté de Sens et de Joigny, dans le nord de Lyon, notamment dans la vallée de la Vanne. Vous les aidez à passer à des pratiques agroécologiques et même bio, voilà, pour alimenter les cantines, notamment du 11e, me semble-t-il. Comment ça se passe concrètement? L'idée vous est venue de où et concrètement, donc, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, donc, comme vous le disiez en introduction, effectivement, Haute-Paris, c'est la régie municipale qui est en charge de l'alimentation en eau potable des Parisiens, donc de la source au robinet. Et oui. Et du coup, je représente effectivement sur cette table ronde, au-delà de la parité, l'enjeu de protection des ressources en eau. Alors pourquoi Haute-Paris? Il faut avoir en tête que le schéma d'alimentation en eau potable de Paris repose en fait pour moitié sur des eaux souterraines qui sont captées dans le bassin parisien, en Île-de-France, mais aussi dans les régions limitrophes. Donc on a, je ne sais pas si vous pouvez afficher la carte à l'écran, mais on a 4 zones de captage principales. Donc on en a en Normandie, voilà, dans la région de Verneuil-sur-Avre, là en rose sur la gauche de l'écran. Nous avons des ressources dans la vallée de la Vanne, c'est ce qui est représenté en jaune en région Bourgogne-Franche-Comté, et puis également en Seine-et-Marne, donc dans les régions de Fontainebleau et Nemours, et puis à l'est dans la région de Provins. Donc nos captages ils sont situés dans des zones qui sont principalement rurales. Ce que vous avez en couleur là, ce sont les aires d'alimentation de nos captages. Donc ce sont les endroits en fait où l'utilisation des terres va avoir une influence sur la qualité de l'eau que nous on capte et on distribue ensuite à Paris. Donc ces aires d'alimentation de captage, c'est 240 000 hectares de surface, dont 160 000 hectares de surface agricole utile, et donc les pratiques agricoles influence la qualité de l'eau qui arrive ensuite à Paris. Mais comment vous pouvez vous-même influencer les pratiques agricoles? C'est pas que les pratiques agricoles, mais c'est en partie les pratiques agricoles, puisque nous sommes dans des zones rurales en fait. Donc assez naturellement, l'usage du sol est majoritairement rural, et c'est ça qu'on retrouve au niveau de la qualité de l'eau. Donc Haute-Paris, en fait, ça fait une trentaine d'années qu'on travaille avec les agriculteurs pour essayer de les amener vers des pratiques qui protègent l'eau. Et donc on a une boîte à outils en fait qui s'est étoffée au fil des ans. Donc on fait du conseil technique, on fait de l'animation collective avec les agriculteurs. Nous avons également une action sur le foncier. C'est-à-dire on essaye de travailler sur les filières, l'idée étant de faire en sorte que les débouchés des exploitations qui protègent l'eau puissent être le plus rémunérateur et le plus intéressant pour les agriculteurs avec lesquels nous travaillons. Donc sur ces aspects de filière, effectivement, dans la mesure où nous sommes un opérateur de la ville de Paris et que la ville de Paris c'est un très grand acteur en matière de commande publique, nous essayons de faire en sorte que les productions qui sont réalisées dans les exploitations qui protègent l'eau puissent trouver leur débouché également sur le marché parisien. On essaye de profiter de ce levier très important qu'est la commande publique parisienne. C'est-à-dire vous dites quoi, vous agriculteurs, si vous passez en bio ou si vous remettez vos vaches à l'herbe, on vous assure X années de contrat à prix fixe, c'est ça, avec nos cantines? Non, malheureusement, c'est pas du tout aussi simple. J'imagine, heureusement. Il y a deux. Nous, on a, pour accompagner les agriculteurs en fait, qui veulent faire évoluer leurs pratiques, on a des dispositifs d'aide, à l'hectare qui étaient jusqu'à l'année dernière les mesures agro-environnementales de la politique agricole commune. Nous, grâce au soutien de l'Agence de l'eau Seine-Normandie notamment, on a pu mettre en place cette année
ce qu'on appelle un régime de paiement pour services environnementaux, en fait, qui est PSE. un dispositif d'aide à l'hectare qui a été notifié auprès de la Commission européenne et qui nous permet d'aider directement la transition des agriculteurs qui souhaitent s'engager avec nous vers des actions qui protègent l'eau. Donc ça, c'est un régime d'aide qui est très direct, qui est une aide à l'hectare qui ne préjuge pas du tout de ce qui va être produit en aval par les agriculteurs. Et par ailleurs, on essaye de travailler avec les caisses des écoles de la ville de Paris pour que dans la façon dont elles écrivent leur marché public, elles puissent aller chercher les agriculteurs qui travaillent sur nos aires d'alimentation de captage. Donc on fait de la mise en relation entre les caisses des écoles et les agriculteurs et on essaye d'accompagner les caisses des écoles sur des trucs tout simples, mais par exemple ne pas allotir la confiture avec les lentilles quand on passe un marché public, parce que sinon les agriculteurs de la vallée de la Vanne qui produisent des lentilles ne peuvent pas répondre. Et ouais. Comment contourner légalement une directive européenne sur la concurrence libre et non faussée? Effectivement, on peut y arriver, tout le monde y arrive, il suffit d'avoir un bon juriste. Effectivement, j'ai vérifié, la Caisse des écoles a pu commander 10 tonnes de lentilles bio, mais également des pâtes au blé tendre, du pois chiche, de la farine de blé, des huiles de colza, de tournesol, de chanvre et de cameline. La cameline étant une variété du lin. Enfin bref, c'est possible. Sur le foncier, rapidement, vous faites quoi sur le foncier? Vous achetez du foncier? Vous préemptez? Qu'est-ce que vous faites? Alors on ne préempte pas. Sur le foncier, effectivement, on achète du foncier. On achète du foncier qu'on loue ensuite à des agriculteurs sous le régime du bail rural environnemental. C'est-à-dire, soit qu'est-ce avec qu'il un a de cahier des particulier? charges bio, soit avec un cahier des charges de maintien de l'herbe. D'accord, ok. Ça représente quelle surface, ces terres que vous avez achetées? Ça représente 600 hectares. Donc on ne cherche pas du tout à couvrir nos 160 000 hectares de SAU, mais on cherche en fait à engager des dynamiques de territoire en ayant des exploitations un peu modèles qui puissent fournir notamment des références techniques aux agriculteurs des territoires sur lesquels on travaille. Et puis on vise aussi des surfaces qui sont particulièrement sensibles vis-à-vis de la protection de l'eau. Comme on a des zones qui sont karstiques, il y a des trous, il y a des endroits où l'eau arrive très vite à nos sources. Donc voilà, on a des vrais enjeux sur ces zones-là. D'accord, Emmanuel Iès, vous êtes président de la Fédération nationale des SAFER. Vous êtes penché sur ces acquisitions parisiennes de terres agricoles? Alors bonjour, oui tout à fait, on travaille avec Haute-Paris depuis déjà de nombreuses années, l'objectif étant à la fois de répondre à l'attente des agriculteurs et puis bien évidemment à l'intérêt général, puisque amener de l'eau de qualité pour la ville de Paris c'est quelque chose de primordial, et je pense qu'il y a eu une avancée très très forte qui s'est exprimé juste avant moi l'a dit, c'est qu'il y a eu une modification du moyen d'accompagner les agriculteurs. Jusqu'à présent, c'était très encadré avec les MAEC et on était simplement dans l'indemnisation. Et je pense qu'il faut qu'on change d'esprit. L'agriculteur, il n'a pas à être indemnisé, besoin de lui, on fait un contrat avec lui comme dans n'importe quelle autre profession. Je pense que c'est ce qui aujourd'hui va être possible puisque l'Union européenne a sur sa réglementation et aujourd'hui on est simplement dans l'indemnisation mais bien dans une contractualisation avec un paiement sur les services comme ça a été dit. Donc ça c'est quelque chose d'important et je pense que l'évolution aussi d'Haute-Paris c'est que ça a été dit, on n'est pas simplement sur vouloir couvrir la totalité du sol, mais bien aller là où spécifiquement il y a des besoins de protection parce qu'on est à côté de la source ou autre, et on peut avec d'autres moyens, et justement ces moyens contractuels, sans acheter le foncier, sans donc amener un nouvel opérateur qui pourrait modifier les prix, parce qu'on sait tous que le prix c'est quelque chose qui est directement en rapport avec, et ça correspond là, on va aller sur notre sujet plus général, sur les différents usages, plus on aurait d'opérateurs, plus on pourrait faire monter le prix, et c'est pas l'objectif. L'objectif est bien aujourd'hui de pouvoir agir sans que le prix du foncier augmente. D'accord. Est-ce qu'il y a déjà, vous sentez une pression justement sur les prix du foncier exercée par les différents acteurs des nouveaux usages ou des usages augmentés de la biomasse? Est-ce que la biomasse a un impact aujourd'hui sur la biomasse non alimentaire sur le prix du foncier? Alors oui, alors pas directement, puisque aujourd'hui, vous le savez, les SAFER existent depuis 60 ans maintenant, et les SAFER agissent sur le foncier agricole en tant que tel. Sauf que, comme tout dans notre société évolue, et le foncier aujourd'hui, il n'est plus détenu directement en propre par des individus, mais de plus en plus par des sociétés. Et il y a une vraie faille dans la réglementation française aujourd'hui sur la réglementation, c'est que
quand on détient du foncier par une société, la SAFER ne peut pas directement réguler. Et effectivement, aujourd'hui, on voit sur les territoires directement des sociétés qui achètent du foncier en reprenant des parts d'une société existante, une société agricole, et là il n'y a pas de régulation. On voit aussi, et de plus en plus, des agriculteurs qui vont chercher soit des contrats avec des agriculteurs voisins, donc là aussi pour augmenter leur capacité de production, et donc indirectement ça pèse sur l'utilisation du foncier, oui. Et vous êtes d'accord avec le constat général, voilà, si on veut plus de biomasse, il faut faire de l'agroécologie finalement, il faut augmenter les rotations, il faut augmenter le nombre et la fréquence de cultures intermédiaires. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je suis tout à fait d'accord, et je pense que c'est ce que nous on fait à la SAFER, d'avoir une utilisation optimum du foncier. Néanmoins, je pense qu'il va vraiment fatiguer cette vision globale. Nous, on l'a la SAFER dans notre gouvernance, puisqu'on a les utilisateurs que sont les agriculteurs, on a les collectivités locales et territoriales, et puis on a, on va dire, tous les usagers. Notamment les gens de l'environnement. Je pense qu'il va falloir qu'il y ait une vision globale sur qu'est-ce qu'on fait de notre foncier en France. J'entends avec intérêt le représentant de Total nous dire aujourd'hui tout l'intérêt qu'il y a dans les biocarburants. Quand j'étais président des jeunes agriculteurs, à la promotion des biocarburants, je n'entendais pas ce discours à l'époque. Donc je suis heureux de voir l'évolution. Je pense que c'est l'évolution de la demande sociétale qui fait ça. Et je pense qu'il faut aussi qu'on soit très très vigilant par rapport à l'évolution climatique, parce que on le sent, y compris dans notre pays, en France aujourd'hui, l'évolution climatique va avoir des conséquences très très fortes sur la production. Et il faut qu'on soit cohérent entre produire de l'alimentation. Je pense que c'est la vocation principale a priori, oui. Dans un pays des agriculteurs, c'est d'accompagner l'alimentation et puis ensuite tous les autres usages. Et il faut qu'il y ait une vraie discussion avec notamment l'État sur qu'est-ce qu'on fait sur un territoire. Et il ne faut pas que ce soit uniquement les acteurs économiques, parce qu'on peut très très vite avoir un bouleversement et des conflits d'usage très très forts. Et on sait tous que l'agriculture, l'agronomie, on l'appelle agroécologie aujourd'hui, c'est quelque chose de très très fragile sur lesquels il faut qu'on ait des évolutions parfaitement réfléchies. Et quand j'entends dire qu'il faut diminuer la part de l'élevage, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. L'élevage dans notre pays est très très important. Il utilise des choses qui n'auraient pas d'autres usages si ce n'était pas un animal qui le valorisait, toutes les pentes, toutes les zones humides et toutes ces choses-là. Donc faisons très très attention. Je pense qu'il y a un véritable enjeu, c'est la production de protéines. Et là, je partage. Néanmoins, pourquoi on ne le fait pas, c'est qu'on est quand même encadré par des règles internationales depuis maintenant plus de 40 ans sur la possibilité de développer des protéines. Et puis, je suis agriculteur avant d'être président de la FNSAFER. Moi, sur mon exploitation, j'ai produit de la luzerne, j'ai produit des pois, j'ai produit du colza, et ces trois cultures aujourd'hui dont on parle beaucoup, je ne les produis plus parce qu'il n'y a plus forcément une rentabilité, parce que agronomiquement parlant, si on parle des produits agineux, les rendements baissent. Et puis le colza, devant les modifications imposées en termes d'utilisation de phytosanitaires, ça devient très très compliqué à produire. Donc, vous voyez, il faut qu'on ait une vraie convergence dans les différentes politiques, parce que si on modifie un des leviers, en général, ça a une conséquence forte. Bernard Chevassieux, Louis, vous êtes président d'Humanité Biodiversité. Comment vous réagissez à tout ça? Comment on augmente les usages de la biodiversité sans trop empiéter sur notre alimentation, sans que personne ne se sente lésé, tout en faisant en sorte qu'azote, phosphore et carbone restent dans le sol, tout en faisant en sorte que les auxiliaires de culture soient là, qu'il y ait de la biodiversité partout, que la capacité de rétention d'eau des sols soit toujours présente. Comment on y arrive? Tout d'abord, on parle bien de la ruée vers l'or vert, et cet or vert, c'est la biodiversité en fait. Ben oui. Et la biodiversité, il y a deux dimensions. Il y a la dimension quantitative, et on parle de biomasse donc, mais c'est aussi la dimension qualitative, c'est-à-dire c'est la diversité et tout ce que ça peut nous apporter.
Et par rapport effectivement à cet intérêt pour la biomasse, si je peux avoir quelques écrans s'il vous plaît, Ils arrivent. je voudrais apporter quelques nuances ou quelques interrogations. L'écran suivant s'il vous plaît. En effet, ça a été dit, après toute une période au XXe siècle dans laquelle la consommation de biomasse au niveau mondial par habitant a diminué, on voit se développer au tournant de l'an 2000 cet engouement pour la biomasse et on pourrait se dire que c'est finalement une bonne nouvelle. Et les 4 points que je vais développer rapidement, si je peux avoir l'écran suivant, c'est, et ça a tout d'abord été dit, c'est que la production utilisable de biomasse, lorsqu'on se limite à celle qui est produite par le captage de l'énergie solaire, est relativement limitée. Deuxième point, c'est que lorsqu'on va vouloir doper la production de biomasse en recourant effectivement à un certain nombre d'intrants, eh bien le rendement énergétique de cette transition est faible. Troisième point, c'est que la production d'énergie, c'est peut-être la plus mauvaise valorisation de la biomasse, et je développerai rapidement. Et puis le dernier point, et on l'a vu avec Haute-Paris, c'est que la biodiversité et la biomasse a produit une série de services écologiques et que la spécialisation vers la production de biomasse ne doit pas se faire au détriment des autres services écologiques. Alors l'écran suivant, c'est juste pour vous montrer ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, dans lequel une période, donc c'est la courbe en rouge, où la population française a augmenté assez fortement. Et qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a massivement déforesté. On sait qu'on est passé par un minimum de forêt en France au milieu du XIXe siècle. Et la courbe en haut et les petites flèches rouges, ce sont les disettes et les famines. Ce qui veut dire que dans une France qui ne pouvait pas utiliser autre chose que le captage de l'énergie solaire, on est passé à plusieurs reprises au cours du XVIIIe siècle aux limites de ce qu'on pouvait sortir de la biomasse. L'écran suivant, s'il vous plaît, c'est effectivement le fait de se dire, mais oui, mais maintenant, aujourd'hui, on peut doper la production de biomasse avec de l'énergie. Énergie directe, c'est la mécanisation. Énergie indirecte, ce sont les engrais et un certain nombre d'autres intrants. Et le petit bloc de vert, c'est effectivement la quantité d'énergie qu'il faut mettre dans l'estomac du consommateur par an. En gros, un Français, il faut lui mettre dans l'estomac l'équivalent de 100 litres de pétrole par an pour avoir un ordre de grandeur. Mais ce que vous avez à gauche, eh bien, c'est effectivement toute l'énergie qu'on consomme pour mettre cette quantité d'énergie dans l'estomac du Français. Et vous voyez effectivement, je ne détaille pas, qu'aujourd'hui, et il y a plusieurs études assez convergentes, pour mettre 1 calorie dans l'estomac du Français, on va en consommer entre 5 et 10. Ce qui veut dire que le rendement énergétique aujourd'hui de la production de biomasse est extrêmement faible et que la question qui a été posée et déjà discutée de consommer peut-être moins de viande et autres, la question n'est pas uniquement la consommation d'énergie au niveau de la ferme, c'est l'ensemble des intrants du système alimentaire qu'il faut regarder et en particulier de voir si effectivement ça change beaucoup de choses dans cette grande pyramide de gauche, de passer effectivement à une consommation moins riche du point de vue des protéines animales. Le troisième écran sur lequel je voudrais insister, s'il vous plaît on peut passer, voilà, c'est que la biodiversité ça produit bien d'autres choses que de la biomasse. On a cité l'énergie, on a cité les matériaux, et si vous le voulez bien, je vais vous montrer cette petite chose. Je le savais, et Bernard. pour paraphraser Magritte, ceci n'est pas une carotte. Ceci, ce sont des pixels de votre ordinateur. Et pourquoi je vous montre cette carotte? C'est parce que, en fait, si vous avez des ordinateurs, c'est parce qu'à la fin du 19e siècle, on a extrait de la carotte une molécule, c'est les premiers cristaux liquides. Et ça veut dire qu'effectivement, l'information qu'on peut tirer de la biomasse est au moins aussi importante que la biomasse elle-même. Et une fois qu'on a tiré l'information, je peux manger ma carotte d'ailleurs. Et je termine sur les services écologiques, si vous voulez bien passer le dernier écran. C'est effectivement, et ça a été évoqué, c'est qu'on attend aujourd'hui de la biodiversité agricole toute une série de services, que ça soit de fixer du carbone, et on ne peut pas si facilement à la fois fixer du carbone dans les sols et les mettre dans l'atmosphère. On attend de l'épuration, de la qualité de l'eau et autres. Et mon dernier message, c'est surtout ne spécialisons pas le bouquet de services écologiques pour des enjeux à court terme et conservons effectivement la diversité de ces services et de la biodiversité qui les supporte. Qu'est-ce que vous voulez dire, Bernard? C'est qu'il y a un risque, ça a d'ailleurs été évoqué hier et même avant-hier,
qu'on continue encore un peu plus dans la spécialisation des régions par une spécialisation des filières d'usage de la biomasse, c'est ça? C'est-à-dire qu'en gros, il n'y ait plus que des méthaniseurs en Bretagne. Disons qu'on voit bien que ceux qui parlent biomasse voudraient bien effectivement que la biodiversité devienne une usine à biomasse. Ceux qui parlent changement climatique voudraient que la biodiversité se transforme en un gigantesque puits de carbone. Ceux qui sont inquiets, soit par les développements des inondations, soit par les sécheresses estivales, voudraient que la biodiversité serve à réguler le cycle de l'eau, et j'en passe. Et la question de comment on fait effectivement pour éviter de trop spécialiser dans une région au détriment d'autres services qui peut-être à court terme sont peut-être moins rentables, eh bien ça va être tout l'enjeu du paiement de services environnementaux, ne pas effectivement les spécialiser vers des enjeux de court terme au détriment d'autres enjeux. D'accord. Et avec un pilotage, une gouvernance qui serait où, Bernard? Sur le modèle des agences de l'eau, on peut imaginer des agences territoriales de sol, de biomasse. C'est revenu aussi pendant les 2 précédents débats. À quelle échelle on gouverne? On dit, ah ben voilà, compte tenu de notre territoire, compte tenu de notre agriculture, de nos sols, on va plutôt faire ça plutôt qu'autre chose. C'est envisageable ou ça ne peut être décidé qu'à l'échelle d'une planification européenne, française, régionale, que sais-je? Je pense que dans le cas de la biodiversité, on a la chance de pouvoir agir localement et obtenir des résultats localement. Alors il y a déjà des exemples. On peut citer les programmes alimentaires territoriaux, dans lesquels on essaye de réfléchir globalement à quelle alimentation on veut. On peut regarder ce que font aussi les parcs naturels régionaux, qui sur leur territoire essayent de lancer ces débats sur quel territoire voulons-nous, et on en a parlé hier à propos de ce que j'appelle le remembrement écologique, c'est-à-dire remettre en place des haies, et des haies favorables à la biodiversité, ce qui veut dire qu'il ne faut pas que ça soit uniquement des haies à biomasse, en termes de diversité des espèces et de gestion de ces haies. Et je pense qu'effectivement, à des échelles relativement locales, ça peut être au niveau des PLU, ça peut être au niveau des STRADET, cette question, quel territoire voulons-nous pour produire quoi et avec qui, c'est vraiment un enjeu qu'il faut déjà décliner à des niveaux assez proches des consommateurs et des citoyens. Et vous rejoignez une interrogation de Dominique Dron sur Internet. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct. Dominique Dron qui s'inquiète qui nous dit la transition ne fonctionnera que si, entre autres, les sols, la pollinisation fonctionne. Donc si on change de pratique, si on a une vision globale des choses, effectivement, une haie n'est pas là que pour fournir du bois de chauffage, elle est là aussi pour bien autre chose. Édouard Lancrier, c'est comment on aborde cette question de la gouvernance, de la répartition des usages et puis de cette acculturation sur une nouvelle forme d'agriculture qui intégrerait tout ça. C'est-à-dire, oui, vous allez faire de la biomasse, mais attention au sol, attention à la biodiversité. Comment réagit le public agricole face à tout ça? Alors, peut-être un élément de réponse par rapport à ça, c'est rebondir sur le paiement pour service environnemental qui a été mentionné du coup par les intervenants précédents, qui est en effet un levier sur lequel on travaille énormément, parce que, comme je l'ai expliqué, il y a des solutions théoriques, néanmoins pour que l'agriculteur puisse les mettre en place, il faut qu'il y ait un revenu pérenne derrière. Et quelque chose d'assez intéressant sur le paiement pour service environnemental, il faut savoir que c'est quelque chose qui est présent dans le débat public depuis des années, qu'on est en train d'articuler, on est en train de produire des méthodologies pour quantifier tout ça, en particulier sur le stockage, les réductions d'émissions et le stockage de carbone avec le label bas carbone. On a une approche qui évolue très rapidement là-dessus et la somme des inquiétudes et des demandes de mesures de l'impact environnemental des exploitations agricoles font qu'on arrive aujourd'hui à une nécessité quand on veut générer un paiement pour service environnemental qui soit axé sur une mesure de l'impact aussi proche que possible de la réalité, mais surtout qui a été mesuré de manière systémique dans la manière dont l'exploitation mène son système de culture. Jusqu'ici, on avait principalement des approches par filière, comme ce qu'il a été mentionné, en disant une filière qui produit du blé, une filière qui va produire un colza, veut certifier que son blé, son colza est un impact environnemental, que ce soit sur la biodiversité, le carbone, la pollution de l'eau. Très bien, sauf que c'est quelque chose de très vertueux. Néanmoins, il manquait jusqu'ici l'approche globale système de culture, parce que quand on cultive
quelque chose sur une exploitation, il y a des externalités, il y a des effets de bord sur les cultures qui suivent ou sur les cultures qui précèdent. Et on a maintenant, pour la première fois, des méthodologies qui sont systémiques, qui prennent en compte l'intégralité du système de culture sur plusieurs années de l'exploitation et qui vont, en plus du service environnemental mesuré, aller évaluer ce qu'on appelle les co-bénéfices et les externalités positives ou négatives. Le côté négatif de tout ça, c'est que ça fait des méthodes qui sont complexes et qui sont lourdes à mettre en œuvre. Et on fait tout notre possible pour les rendre les plus fluides et les plus ergonomiques, les plus comprendre aussi, et avec des indicateurs faciles d'accès pour communiquer. Néanmoins, cette approche complexe, elle est nécessaire si on veut être sérieux dans la transition environnementale. Et en ayant, en fait, toutes ces filières se recoupent, se rejoignent sur une base qui est l'exploitation agricole, qui peut alimenter toute une série de filières, et en ayant des méthodologies qui s'appliquent sur le périmètre de l'exploitation agricole à l'échelle de l'intégralité du système de culture et sur plusieurs années, sur toute la rotation, je pense que c'est une des voies qui permet d'aborder de la manière la plus sérieuse cette diversité d'enjeux. Bernard Gervasio-Louis. Parce que ça rejoint bien ce que je disais, c'est que je pense que la production de services environnementaux devra se faire à des échelles de territoire qui ne sont pas celles de l'exploitation. C'est ça. Parce que, pour des tas de raisons, produire des pollinisateurs, il faut des surfaces suffisamment grandes, il faut des assolements conçus en commun, etc. Et donc, il y a une sorte d'agronomie des territoires qu'il faut concevoir à des échelles écologiquement fonctionnelles. Et ça va certainement changer et entraîner des discussions au sein des milieux agricoles pour voir comment on s'organise collectivement sur un petit bassin versant, sur une grande zone, pour effectivement produire ces services à ces échelles de rémunération. Et nous, en tant qu'association, on voudrait beaucoup que dans la future PAC, ces paiements de services environnementaux soient faits à des collectifs qui s'engagent collectivement à bien gérer un territoire. Finalement, on le voit, une des échelles intéressantes, c'est celle de la métropole, de l'agglo, Madame Desarnaud. Vous avez, vous démontrez qu'une métropole a déjà des outils, mine de rien, pour orienter l'usage des sols, pour orienter l'usage de la biomasse. Oui, parce que, assez naturellement, en fait, une métropole, elle ne vit pas toute seule à l'intérieur du périph', en fait. Paris, sans le bassin parisien, n'aurait pas pu se développer. Et c'est comme ça qu'a été conçue la ville, et c'est comme ça qu'ont été en partie conçus les territoires qui l'entourent. Et un des objectifs de la stratégie d'alimentation durable de Paris, c'est justement de réussir à renouer ce lien, on va dire en circuit court, même si géographiquement ça peut être assez loin, avec son bassin d'alimentation, qui l'alimente en nourriture, qui l'alimente en eau. Donc effectivement, c'est pas le territoire géographique de la métropole en tant que tel, c'est vraiment la métropole et son bassin d'alimentation au sens large. Ça va être le cas aussi quand on va se poser la question de l'éco-construction, des biomatériaux. En tout cas, c'est une échelle de réflexion pertinente. Oui, d'ailleurs, vous intervenez là-dessus en promouvant où on est dans la culture du chanvre, je ne sais plus où, en Normandie, je crois. Non, alors nous, Haute-Paris, ce qui nous fonde à agir, c'est la qualité de l'eau. Donc on a un peu un petit côté. Disons un effet secondaire positif. C'est ça qui fait qu'on peut affecter une partie de la facture d'eau des Parisiens à des actions dans le champ agricole. Et donc nous, on s'est intéressé au chanvre, oui, mais simplement parce que c'est une culture à bas niveau d'intrants. Donc c'est une culture qui est intéressante à intégrer dans des rotations vis-à-vis de la qualité de l'eau. Et par ailleurs, la ville de Paris a effectivement des ambitions en matière de recours aux matériaux biosourcés. Donc c'était plutôt, alors si je dis pas de bêtises, c'était plutôt dans la vallée de la Vanne, on a pu travailler effectivement avec des agriculteurs qui essayaient de mettre en place du chanvre. Exact. Et dans l'Essonne chez moi, sans avoir réussi aujourd'hui, pour être parfaitement honnête, à avoir quelque chose de pérenne à ce stade. Et dans l'Essonne chez moi, il y a une filière qui se développe pour le bâtiment, pour l'isolation par l'extérieur chaud chanvre. Les choses avancent. Sur la méthanisation, la ville de Paris est une fan de la méthanisation ou vous y allez reculons ? Alors moi, je ne peux pas vous parler pour la ville de Paris, encore une fois. Je suis de Paris et je suis monomaniaque de la qualité de l'eau. Certes. En matière de qualité de l'eau, on est un peu prudent vis-à-vis de la méthanisation. Pourquoi ? Et notamment vis-à-vis des épandages de résidus de méthanisation, qui peuvent être des choses qui minéralisent assez rapidement. Et du coup, si ce n'est pas fait de façon réfléchie dans les territoires à enjeu haut, en fait, ça peut accentuer nos problématiques de nitrate. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Pour nous, par quel mécanisme ?
Je comprends pas bien en fait. Par le mécanisme en fait de l'épandage des résidus de méthanisation, qui sont des matières fertilisantes et qui peuvent minéraliser rapidement. C'est-à-dire il pleut, il y a plein de nitrates dans l'eau. C'est très caricatural ce que je vous dis. S'il y a un lessivage. Mais nous, en tout cas, c'est un de nos points d'attention. Est-ce que vous pouvez la rassurer, Christian Couturier? Ou pas? Oui, mais justement, on travaille sur un projet de collectif d'agriculteurs bio à Pont-sur-Vanne, très exactement. On a mené un programme qui s'appelle Méthalae, ça veut dire la méthanisation comme levier pour l'agroécologie. On a enquêté 46 exploitations agricoles sur plusieurs années pour essayer de voir une situation avant méthanisation, après méthanisation. Dans les résultats, on voit que le surplus d'azote sur les exploitations qui pratiquent la méthanisation, individuellement ou en collectif, a été réduit de 10%. On a des réductions fortes de la consommation d'engrais azotés. Et pour la bio, il faut rappeler que la bio, le principal inconvénient, c'est quand même l'occupation de l'espace. Un régime bio consomme, toutes choses égales par ailleurs, 30% de surface en plus qu'un régime conventionnel. Et le fait de disposer de digestat permet de rapprocher les rendements de la bio, du rendement des cultures conventionnelles, donc d'économiser de l'espace. Et l'économie d'espace, c'est aussi un facteur favorable à la biodiversité, parce que c'est un facteur qui permet de réduire l'emprise de l'agriculture et de préserver les écosystèmes. Donc encore une fois, c'est un équilibre, c'est une équation complexe avec beaucoup de données. Je pense qu'il faut expérimenter. Je pense que sur ces territoires où la qualité de l'eau est un sujet sensible, ça a été le cas de l'impluvium d'Évian. Alors Évian, en termes de qualité de l'eau, c'est aussi un sujet extrêmement sensible. L'impluvium d'Évian a mis en place une unité de méthanisation justement dans un objectif d'amélioration de la qualité de l'eau. Donc on a des réponses sur ces questions. Il faut continuer à expérimenter et mettre en place des systèmes de suivi, parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup d'atouts à faire valoir sur ces plans-là. J'en profite pour rebondir sur la question de l'échelle territoriale. Aujourd'hui, en France, suite à la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, a été mis en place le dispositif des schémas régionaux biomasse, qui sont là pour encadrer, en réponse aux questions des parlementaires à l'époque, justement, pour encadrer ces questions de concurrence d'usage de la biomasse induit par le développement des bioénergies. Ces SRB sont adossés au SRADET, ils doivent être cohérents avec les plans régionaux forêt-bois, être cohérents avec les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets, qui sont eux-mêmes cohérents avec le plan national forêt-bois et le plan national de prévention et de gestion des déchets, avec les schémas de cohérence écologique, sur la biodiversité. Ça se décline aussi à l'échelle locale avec les plans climat, air, énergie territoriaux. Et nous, on a accompagné un certain nombre de territoires sur l'agro, sur des schémas territoriaux de méthanisation, que ce soit au niveau départemental, au niveau de collectivités, d'établissements d'intercommunalité. Il y a des territoires où aujourd'hui on en est à notre 8e projet de méthanisation qu'on accompagne suite à ces travaux qui ont été faits. Donc on a bien toute la déclinaison de l'échelle entre le niveau national, sans parler des directives européennes, et l'échelle locale, en passant par différents échelons géographiques. L'objectif, c'est que tout ça soit articulé de façon cohérente, et que le rôle des politiques aussi dans ces dispositifs-là, c'est de donner à voir là où on veut aller collectivement. Et il y a un certain nombre de dispositifs, par exemple en Nouvelle-Aquitaine, qui ont été négociés, discutés entre les organisations agricoles, les organisations environnementales, la région, avec un dispositif d'animation qui s'est doté de moyens de suivi avec des animatrices, en l'occurrence à plein temps. Enfin voilà, donc ça sort pas de nulle part, c'est des dispositifs qu'il faut mettre en place, qu'il faut financer et qu'il faut articuler avec l'ensemble des dispositifs qui existent à tous les échelons. Et qu'il faut accepter, Monsieur Couturier, à vous entendre, il faudrait multiplier les méthaniseurs en France. Quand on voit la faiblesse de l'acceptabilité sociale, comme on dit aujourd'hui, pour la moindre éolienne, est-ce que vous pensez que les Français vont accepter ou s'imaginent des paysages envahis de méthaniseurs? Je grossis le trait, évidemment. Dans l'avenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire des méthaniseurs partout, concrètement? Ça veut dire un territoire qui est maillé de méthaniseurs, oui. Alors ça existe en Allemagne déjà, où on a 9000 méthaniseurs sur l'ensemble du territoire. Beaucoup avec des cultures dédiées quand même.
que la France. Comment? Beaucoup avec des cultures dédiées en Allemagne. Oui, oui, tout à fait. Alors, je ne dis pas ça pour dire que l'Allemagne est un modèle Non. en tout, c'est simplement pour dire que l'Allemagne a un territoire qui est maillé avec aujourd'hui 9000 méthaniseurs, en disant que l'Allemagne a produit 90 TWh en énergie primaire de biogaz. Il y a des choses à prendre et des choses à laisser. En France, on a fait le choix de ne pas mettre de culture dédiée dans les méthaniseurs. Disons que la loi limite à 15%, et nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que souvent, les projets qu'on accompagne, c'est 0%, parce qu'aujourd'hui, les cultures dédiées en méthanisation, financièrement, c'est pas très intéressant, agronomiquement, c'est pas intéressant, etc. Et donc, oui, c'est possible. Ce qu'il faut bien voir, effectivement, c'est que le fait de remplacer du gaz fossile par du gaz produit localement, il y a un transfert d'impact. Les impacts qu'on voit sur l'exploitation de gaz fossile, que ce soit en Sibérie ou un peu partout dans le monde, effectivement, on ne les voit pas chez nous. Donc, on va rapatrier des impacts sur le territoire métropolitain et les impacts évités ailleurs, qui sont des impacts majeurs. Les écosystèmes qui ont été détruits par l'exploitation fossile minière, c'est une réalité, sauf que ce n'est pas une réalité sensible qu'on n'a pas sous les yeux. Donc il y a toute cette question de quels sont les impacts en termes de paysage, de biodiversité, etc., qu'on va relocaliser chez nous, parce que quand on parle de relocaliser, on relocalise les activités économiques, mais on relocalise aussi les impacts. Il ne faut pas oublier que dans l'équation, dans la balance, on en évite aussi à l'étranger. C'est sûr. Après, c'est pas sûr que, a priori, si, quand on réindustrialise, on voit à nouveau les impacts de notre consommation devant nos fenêtres, c'est pas sûr que, il n'est pas démontré derrière que notre consommation baisse, mais vous avez raison, ce serait une façon de relocaliser des choses que l'on a externalisées. Bernard, et ensuite je donnerai la parole à la SAFER. Vision un peu globale et systémique, je voudrais souligner 2 points qu'il faut pas mettre sous le tapis. On parle beaucoup de l'azote dans les sols et dans les eaux, mais il faut voir aussi qu'une partie de cet azote part dans l'atmosphère. On sait qu'au niveau mondial, on a doublé la concentration d'azote actif dans l'atmosphère. Et ça veut dire qu'il retombe partout dans le monde et sur tout le territoire national de l'azote actif sur les forêts et autres, avec des conséquences importantes sur l'évolution de la biodiversité. Donc il faudrait éviter d'avoir des pratiques agricoles qui feraient que pour envoyer moins de nitrates dans les eaux, on en envoyait davantage dans l'atmosphère. Et il y a des méthodes pour ça, c'est pour ça que je tiens à le souligner. Et le deuxième point, c'est la question des pesticides qu'il faut quand même évoquer globalement. C'est-à-dire qu'on l'a vu récemment, si pour produire davantage de bioéthanol, parce qu'on voit bien que le diester est sans doute un peu condamné, eh bien on demande de pouvoir réutiliser des néonicotinoïdes parce qu'on n'arrive plus effectivement à les produire de manière satisfaisante, effectivement, il faut quand même se poser la question de pas que les biocarburants ne soient pas le cheval de Troie d'une demande, effectivement, d'une nouvelle agriculture à davantage à base de pesticides. Au début de la session, quelqu'un a fait remarquer que le beau champ de colza qui est derrière vous, il avait certainement été passé avec un désherbant qui a permis de faire que ce chemin est complètement dénudé. Et donc, effectivement, la question de dire il ne faut pas quand même mettre de côté cette question de quelle agriculture et ne pas rêver qu'on va faire une agriculture sans pesticides et avec des rendements extrêmement élevés. Merci Bernard. Alors c'est vrai que cet azote atmosphérique, il a quand même profité à la forêt en Europe. Manifestement, d'après les études, il a fait un peu plus pousser la forêt que... Oui, sauf qu'elle est devenue plus sensible aux insectes. Et oui, parce qu'elle a poussé trop vite. Sensible aux tempêtes, justement parce qu'elle poussait plus vite. Voilà, il ne faut jamais pousser trop vite. C'est pareil pour les enfants. Je pourrais vous parler de mes ados. Monsieur Yoss, c'est une excellente question qu'a posée Bernard. Ce qu'on reproche à l'huile de palme, on pourrait le reprocher à ce que j'ai derrière au colza. C'est-à-dire faire le bilan carbone, c'est bien. Encore faut-il aller du berceau à la tombe, mais il faut aussi faire le bilan, l'empreinte environnementale de tout ce qui viendrait demain. Monsieur Yoss, alimenter les usines de Total, avec le risque effectivement qu'on aille vers du business as usual, c'est-à-dire qu'on continue certaines monocultures sur des parcelles immenses, trop labourées, trop pulvérisées, avec les conséquences que l'on connaît pour la biodiversité et pour l'eau. Comment vous vous garantissez de ça chez Total? Comment vous abordez ce problème? Bon, c'est effectivement un sujet compliqué. Ah oui. Et je pense qu'il faut reconnaître que même si on s'encadre, je dirais, de toutes les
des meilleures conditions en matière de standards de durabilité, ces standards peuvent encore progresser. Aujourd'hui, en fait, les matières premières agricoles que nous allons utiliser pour la production de biocarburants en France répondent à un cahier des charges, des critères qui sont très clairement définis par la réglementation. C'est des critères de durabilité. Et parmi ces critères, on a notamment l'exigence d'une certification par un tiers, que de la traçabilité, je dirais, de l'origine de la matière première, également de la traçabilité du calcul des gaz à effet de serre associés à la production de cette matière première. Pour ne citer que ce critère-là. D'accord. Donc, c'est fort d'un certificat associé à un lot de matières premières agricoles qu'on va pouvoir, derrière, calculer et garantir que la réduction des émissions de gaz à effet de serre apportées par le biocarburant est bien là par rapport à son équivalent fossile. D'accord. Ces certifications sont nombreuses, c'est un peu sur le modèle que RSPO pour l'huile de palme à usage alimentaire? Non. Non. Enfin, RSPO, c'est une démarche qui est plus volontaire. Donc, les systèmes de certification en fait, qui sont reconnus par l'Union européenne vont beaucoup plus loin en matière d'exigence et de respect de critères de durabilité. Et l'organisation qui fait un peu référence en Europe sur ces sujets s'appelle l'ISCC. Ok. Il y a une question qui vient d'arriver pour vous, Monsieur Yost, de Jacques Péter. Le ramassage des vieilles huiles et déchets de boucherie, cela coûte cher. Aujourd'hui, il faut apporter ces vieilles huiles à la déchetterie. Quel sera le potentiel maximum? Ah ben vous n'êtes plus là. Qu'est-ce qui se passe? Si. Je suis bien là. Vous avez écouté ma question, Monsieur Yost? Oui. Alors effectivement. Ça coûte des sous, hein. Est-ce que c'est vraiment rentable pour vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à changer? Est-ce que c'est au contraire, il y a un avenir pour l'utilisation voilà, des vieilles huiles, des déchets de boucherie et d'abattoirs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces biocarburants coûtent plus cher que les molécules fossiles. Ça, c'est sûr. Et donc, ça, c'est un point quand même très très important. Donc, finalement, s'ils ne sont pas soutenus par une réglementation qui oblige à l'incorporation, on n'a pas beaucoup de clients qui vont avoir des démarches volontaires pour aller vers des énergies qui sont 2 à 3 fois plus chères, parfois, que leurs équivalents fossiles. Donc il faut bien un cadre réglementaire incitatif. Et pour ce qui est des huiles de cuisson usagées, c'est clair que ce sont des gisements qui sont diffus. Donc, dans un premier temps, on va collecter les huiles de cuisson usagées dans les grands restaurants. Et puis, plus on va aller vers le particulier, plus effectivement le coût de la collecte et puis également le coût environnemental, je dirais, de la collecte va se retrouver élevé. Donc, toute la question est souvent, finalement, quel est le prix que nous sommes prêts à payer pour pouvoir réduire nos empreintes carbone et continuer à nous déplacer comme nous nous déplaçons aujourd'hui. Autrement dit, la réponse est en partie dans notre carte bleue, c'est ça, nous, consommateurs. Oui, il faudra accepter effectivement de payer le prix associé à l'économie de carbone générée par les biocarburants. Mais est-ce que justement le prix... C'est déjà ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que le marché du carbone, le prix de la tonne de carbone sur le lait marché peut faire baisser ce prix final pour le consommateur? Et est-ce qu'il y a un prix du carbone idéal pour vous, tiens, Monsieur Yost? Alors là, il est sûrement plus élevé que ce qu'il est aujourd'hui. Oui, attention, il ne peut pas difficilement être plus bas. Monsieur Yost, une question qui revient souvent sur Internet. Qu'est-ce que tout cela peut
entraîner comme modification dans le monde agricole, dans sa sociologie, dans son exercice foncier? C'est-à-dire, est-ce que demain, pour répondre aux usages multiples de la biomasse, il faudra que les fermes se regroupent, il faudra qu'on accélère encore un peu plus la fusion de certaines exploitations? Vers quoi on va? Alors moi, je pense plutôt le contraire. Comme le disait M. Chevassiot tout à l'heure, je pense qu'on le voit, la résilience, elle n'est pas souvent liée à la taille, contrairement aux idées reçues. Et je pense que qu'il y ait un travail en commun me paraît quelque chose de tout à fait utile. L'agriculture a démontré, tout à l'heure on avait des représentants des coopératives et tout ça, montrait que travailler ensemble c'était utile. Par contre, je pense que garder des exploitations le plus nombreuses possible, parce que la première des environnements, pour moi, c'est l'homme, et que plus on va garder d'exploitation, mieux ça vaut, plus on a de capacité du coup de réaction, parce que c'est bien les gens sur un territoire qui vont être capables d'apporter des réponses face à cette problématique environnementale, et c'est pas avec des exploitations très importantes où, on le sait tous, une exploitation très importante en général, elle est financiarisée, et quand on regarde la partie enjeu financier, on regarde ce qui est rentable et ce qui ne l'est pas, on le laisse de côté, et on l'a vu l'exemple, et je pense que l'agriculture, elle doit rester en dehors de cette financiarisation. C'est un enjeu, pour moi, qui est un enjeu sociétal pour demain. Et puis, on le voit de résilience, et c'est là où il faut qu'on fasse très attention. Je le redis une deuxième fois, faisons attention quand on parle de d'élevage. Il y a peut-être certains élevages qu'il faut diminuer, les monogastriques peut-être, mais quand on parle des ruminants, je le redis, les biocarburants n'ont d'intérêt que s'il y a un élevage qui va derrière consommer ce qui a été produit. Les tourteaux, aujourd'hui, on les valorise parce qu'il y a de l'élevage, ce n'est pas les humains qui mangent les tourteaux. Donc on a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait et c'est justement cette complémentarité entre production énergétique et production alimentaire. Quand on est sur une production de biocarburants, il y a une partie donc de la production qui va à l'alimentation humaine via les animaux, et puis une partie qui va à l'énergie, et je pense que c'est tout à fait bénéfique. Et puis il y a aussi en termes d'agronomie les apports de fumier et autres qui permettent de maintenir une fertilité des sols. Toutes ces choses-là, c'est quelque chose d'important, qui est de mieux en mieux utilisé et valorisé aujourd'hui. Donc je pense qu'on a tout à fait intérêt. Et puis, je pense que, je suis même sûr que si on veut être capable de mettre en place des projets alimentaires territoriaux ou autres, ça va se faire avec des hommes sur le territoire. Là encore, produire de l'alimentation en quantité qui va correspondre à la demande, pas forcément des cantines de la ville de Paris. Il y a aussi tous les projets agricoles territoriaux sur le territoire, où là on est sur des quantités qui peuvent être plus faibles, et il faut justement que ça soit organisé et que l'échelle n'est pas forcément, et ça c'est, je pense, un véritable enjeu. J'aimerais aussi intervenir sur la méthanisation. Je pense qu'il y a un enjeu, on l'a dit, sur les transports. Et aujourd'hui, à quoi ça sert de produire de l'énergie, enfin de la biomasse pour faire de l'énergie, si on a utilisé plus d'énergie pour la transporter qu'elle va générer elle-même d'énergie dans sa transformation. Et on le voit sur le territoire aujourd'hui, il y a des déplacements de matières premières, parce qu'il n'y a aucune cohérence dans les projets aujourd'hui. Il y a des concurrences qui se font sur les achats de matières premières, biomasse, soit de la biomasse initiale, c'est-à-dire qui a été produite pour ça, ou de la biomasse déchet, où les gens se font de la concurrence. Et je pense qu'il faut qu'on soit tout à fait vigilant. Améliorer la biomasse et produire plus de biomasse, nous, en tout cas les SAF, c'est notre rôle, puisque aujourd'hui on accompagne et on alerte depuis maintenant une vingtaine d'années sur la protection des terres agricoles, parce que justement on considère qu'il y a un enjeu de maintenir les terres productives, et il faut donc qu'on continue à produire cette biomasse. Monsieur Yost, je vous voyais acquiescer à cette question du transport de la biomasse vers les unités de production. Voilà, à quoi ça sert de réduire nos émissions de carbone si on en réémet sur les routes? Monsieur Yost. Oui, donc c'est ça qui est important, d'avoir une traçabilité
je dirais, de toutes les émissions de carbone associées à la production de la matière première, comme je le disais tout à l'heure. Ça veut dire que c'est aussi bien l'utilisation des engrais, la culture, la consommation de diesel nécessaire pour les opérations de mécanisation sur l'exploitation, et évidemment le transport de la matière première du champ vers l'usine. Puis ça va être aussi les consommations engendrées par l'usine pour la production de biocarburants. Donc oui, tout ça, c'est quelque chose, ce sont des éléments de l'analyse de cycle de vie qui doivent être prises en compte, donc du champ jusqu'à la roue. Voilà, comme quoi les circuits courts vont s'appliquer aussi à la biomasse. Bernard et ensuite Christian Couturier. Je crois que Christian, vous aviez levé la main aussi. Bernard, vous écoute. Oui, là aussi, encore un exemple des dangers des tuyaux. Si on regarde tout à travers un bilan carbone, il y a par exemple des études qui ont montré que le mouton néo-zélandais rendu bateau en Europe avait un meilleur bilan carbone que le petit producteur de moyenne montagne qui essayait de faire des moutons dans des zones défavorisées. Bien sûr. Est-ce que pour autant, on va décider effectivement d'utiliser les importations? Et donc je pense que lorsqu'on dit, et on sait que les principales régressions dans le monde agricole, ça a été la réduction considérable des surfaces toujours en herbe par rapport aux terres arables qui, elles, ont gardé à peu près leur potentiel. Et effectivement, si on veut des couverts végétaux permanents, parce que c'est meilleur du point de vue de la qualité de l'eau et du stockage de l'eau, eh bien, de l'herbe, on n'est pas herbivore, nous, ce qui veut dire qu'il faut des herbivores qui la consomment, et que effectivement le bilan peut être purement carbone de ces herbivores, on sait qu'il est moins bon que celui des monogastriques. Bon, pour des tas de raisons. Est-ce que pour autant on va dire non, il faut laisser tomber les herbivores parce que en termes de bilan carbone, rien ne vaut le poulet à 20 individus au mètre carré? Je crois qu'effectivement, encore une fois, on voit bien qu'il faut regarder tout ça de manière extrêmement systémique, pas en regardant uniquement un seul critère pour évaluer les choix possibles. Oui, ce n'est pas le poulet qui va entretenir les prairies dont on mesure chaque jour les bénéfices écologiques, notamment sur la qualité de l'eau. Monsieur Couturier. Oui, alors justement, dans ce qu'on a fait nous avec After, c'est bien la recherche de cette vision systémique. Il faut quand même rappeler que les ruminants aujourd'hui consomment 40% des terres arables en France. Entre les grains, les tourteaux, les coproduits, etc., les concentrés qui servent à nourrir les ruminants, c'est 40% des terres arables. Donc les ruminants qui valorisent les prairies, oui, c'est une réalité, mais c'est une réalité qui est très partielle. Et qui dit tourteau de colza dit aussi maïs. Et du maïs en silage, c'est des terres arables. C'est pas du tout des prairies naturelles. Donc nous, dans nos scénarios, c'est on remet les ruminants, on garde les ruminants, on divise par 2 les cheptels. Mais dans la réalité, quand on regarde ce qui se passe, c'est que la diminution du cheptel bovin, c'est en cours. Et dans les scénarios tendanciels, la diminution est encore plus forte que celle que nous, on défend dans la vision After. Les ruminants, il faut les mettre dans les prairies et il faut les sortir des terres arables. Voilà. Quand on dit qu'il faut faire des cultures intermédiaires, c'est de l'herbe, c'est pas manger, ça peut être mangé que par les ruminants, oui. Les cultures intermédiaires peuvent être utilisées par les ruminants, ça peut être utilisé aussi en méthanisation. Et encore une fois, c'est pas du tout ou rien. Personne dit qu'il faut supprimer les ruminants. Nous, on dit que le statu quo actuel, de toute façon, c'est pas la réalité, que le cheptel diminue, que tous les travaux au niveau mondial montrent que le régime alimentaire, c'est quand même un facteur extrêmement important si on veut atteindre les objectifs de neutralité climatique, et que les produits d'origine animale, ça représente 80% au moins du bilan carbone de notre assiette. Donc on ne peut pas non plus exclure cette dimension-là du problème. Donc effectivement, c'est pas une dimension carbocentrée. Nous, on a travaillé aussi sur un programme qui s'appelle le contenu énergie carbone de l'alimentation des ménages, qui a été publié justement par Olydri l'an dernier. On continue à y travailler. On montre bien que le poids du régime alimentaire, enfin des produits d'origine animale dans le régime alimentaire, que ça soit en émissions de carbone, en occupation d'espace, en consommation de ressources, il est majeur. Donc il y a bien une question de comment on rééquilibre. Et nous, on dit que l'énergie joue un rôle dans ce rééquilibrage. C'est pas tout le rôle, mais c'est pas rien, on ne peut pas l'exclure d'emblée. Sur le bilan carbone, enfin sur le bilan énergétique des transports, on a fait des centaines d'ACV qui montrent qu'en méthanisation, aujourd'hui,
les rayons d'approvisionnement des matières pondéreuses sont pas du tout impactés par le bilan des transports. C'est une part qui est assez faible dans le bilan énergétique global. La question elle va se poser sur des produits qui aujourd'hui voyagent, et on a plutôt aujourd'hui avec le maillage des méthaniseurs en France, des produits qui autrefois partaient au Danemark, depuis la région toulousaine, et qui aujourd'hui vont en région parisienne. Bon, on a peut-être un peu gagné aussi sur ces bilans-là. Donc toutes ces questions-là, ça fait longtemps qu'on y travaille, on a quand même apporté beaucoup de réponses, et je pense qu'il faut vraiment des réponses chiffrées, des bilans objectifs, et viser, voilà, travailler sur ces notions de nouveaux équilibres. Non, mais les questions de transport concernent aussi l'acceptabilité sociale, encore une fois. Les gens n'acceptent plus vraiment de voir des gros camions aller d'un endroit à l'autre pour porter des choses qui auraient pu être utilisées sur place. Et puis ça rejoint un autre problème, hein. On produit de la matière organique à certains endroits en Bretagne, et il y a des endroits où il n'y en a pas. Se pose la question pourquoi on n'exporte pas de la matière organique depuis la Bretagne vers le Cantal, par exemple. Alors, ça pourrait être via des méthaniseurs, en effet, aujourd'hui. Édouard Lancrier, je repose la question que j'ai posée à M. Hyest. Est-ce que ça peut changer quelque chose à, j'ai employé un très grand mot, à l'anthropologie agricole française? C'est cette ruée vers l'or vert, pour employer un titre dont on peut discuter. Est-ce qu'il y a une modification de la sociologie agricole? Ben voilà, je ne trouve plus mes mots. Alors, très certainement. Comme dans tout basculement de système, il faut savoir globalement que, évidemment, un gros sujet en sociologie agricole actuel, c'est l'agribashing. Donc les agriculteurs souffrent quand même énormément d'être désignés par la société comme responsables de tous les maux environnementaux. Ce qui est intéressant dans tout ce qu'on évoque là, c'est que finalement, ils sont plus souvent une solution aux crises environnementales, et en particulier à la crise climatique, qu'un responsable unique. Par ailleurs, du coup, en termes de sociologie, donc là, ça c'est en termes d'image et de rapport à la société, il faut savoir que les agriculteurs, dans leur grande majorité, sont très demandeurs d'avoir des actions qui sont complètement articulées avec les enjeux de l'époque, climatiques, environnementaux. Encore une fois, par contre, il faut les prendre pour ce qu'ils sont, à savoir des entrepreneurs sur leur territoire. La société doit aussi pouvoir leur fournir des outils, du conseil, des accompagnements, des investissements dans des outils de filière pour pouvoir mettre en œuvre toutes ces solutions. Et par ailleurs, dans cette grande transition qu'on observe, qu'on appelle transition vers l'agroécologie, l'agriculture de régénération, l'agriculture de conservation, ces différents vocables qui recouvrent à peu près des leviers de transition communs. Donc cette transition aussi, pour rebondir sur la question du nombre d'agriculteurs, on irait en effet plutôt pas vers une diminution du nombre d'agriculteurs dans les territoires, parce que l'agroécologie, c'est finalement, dans la transition qu'on a fait depuis les années 60, on a remplacé l'être humain, l'intelligence, par des moyens physiques, mécaniques et chimiques. Et là, on observe le basculement inverse. L'agroécologie, ce n'est pas une recette qu'on va multiplier, appliquer à tous les territoires. C'est des grands principes, des principes de bon, mais qui exigent d'être mis en musique par un acteur qui est un très très bon technicien, un excellent connaisseur de ses terres, de son territoire. Et ça va demander ce qu'on appelle, nous, plus d'intelligence à la parcelle. Et donc, plus d'intelligence, plus de présence de l'agriculteur par parcelle, pour proposer des solutions très spécifiques au cas par cas. Alors évidemment, l'agriculteur va de plus en plus être accompagné par tous les outils formés par la transformation digitale de l'agriculture, pour être capable de mettre en musique à la fois une agriculture de plus haute précision, alors justement, qui va nourrir avec des données de plus en plus fines. Justement, Édouard Lancrier, pour finir, est-ce que les agriculteurs aujourd'hui sont suffisamment formés? Est-ce que les formateurs des agriculteurs sont suffisamment formés à ces questions? Est-ce que les CFA, les lycées agricoles, sont déjà engagés dans cette voie, où il y a encore une bonne vieille inertie? En quelques mots. Il y a beaucoup de travail, mais peut-être avant de les former, il faudrait qu'on ait une vision sociétale claire des transitions qu'on veut mettre en musique. On a parlé là des difficultés d'approche en silo par impact unique, et de l'enjeu justement être capable de les mettre en musique selon une approche systémique. Et je pense que tant qu'on n'aura pas de vision de long terme sur cette transition systémique qu'on veut opérer, et du changement de contraintes qu'on impose à l'agriculture et du changement d'opportunités qu'on leur offre, il sera difficile d'aligner précisément un conseil. Néanmoins, la question du conseil, oui, reste prépondérante. Il faut absolument pouvoir conseiller les agriculteurs qui ont une aversion au risque importante et des enjeux de résilience économique qu'il faut les aider à pouvoir surmonter.
Ce qu'on comprend tout à fait. Le mot de la fin, Estelle Desarnaud, il est pour vous, en moins d'1 minute. Sans question comme ça? Comme ça, brut, allez-y, c'est ouvert. Non, mais écoutez, moi je suis assez d'accord hein, qu'il y a à chaque territoire ses enjeux et ses solutions. Et je suis d'accord sur le fait effectivement qu'il faut qu'on arrive à avoir une vision globale. Nous, c'est ce qu'on fait. On a des personnels de Paris qui sont à poste dans les territoires et qui travaillent tous les jours sur ces enjeux avec les agriculteurs. C'est ce qui nous a permis de mettre en place ce PSE. Et on est persuadé qu'il n'y a pas de solution homogène qui fonctionne partout. C'est quand même intéressant de voir qu'à l'échelle de Paris, et d'ailleurs, dès lors qu'on interroge la question de l'eau, on interroge tout, on finit par interroger les sols, donc l'usage des sols, donc les modèles agricoles, et puis qu'en interrogeant, comme on a fait depuis ce matin, depuis 10h30, la biomasse, eh bien on questionne l'usage des sols, on fait un peu la même chose. Merci à toutes et à tous. Vos impressions, chère Claire? Merci beaucoup Frédéric, merci beaucoup déjà à tous les intervenants de ce débat extraordinaire qui répondaient à notre attente. On était sûr que ça allait susciter un énorme débat et on commence à sortir des silos puisque vous venez tous d'horizons divers et que vous comprenez que le paysage est plus vaste, plus compliqué, qu'il va faire plus d'intelligence pour chacune des décisions. Donc bravo et merci déjà, et merci aussi à l'auditoire nombreux. Je crois que vous êtes plus que 120 à écouter. Moi, j'en tire à chaud comme ça 3 leçons. La première, c'est comment est-ce qu'une PME, un agriculteur, c'est en général une PME, va pouvoir intégrer, recevoir des signaux qui vont lui permettre, comme on le disait à l'instant, un équilibre économique et écologique meilleur, en intégrant des choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus intelligentes. La deuxième, c'est qu'effectivement, ça va supposer une action des pouvoirs publics à tous les niveaux, là encore, puisqu'on a beaucoup de local, pour donner ces signaux et les donner de façon progressive et organiser une transition profonde mais progressive dans la durée. Et puis le troisième, c'est un peu nouveau, il y a le consommateur. Et le consommateur aussi a une part à jouer qui est très importante. On retrouve les messages de l'étude Zen 2050. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la première étude transverse qui montre à quoi ressemblerait une France neutre en carbone. L'agriculture y a un très grand rôle et je dois dire qu'on y reconnaît beaucoup des choses qui ont été dites aujourd'hui. Et le rôle du consommateur est extrêmement important et ça m'amène à la transition vers le 4e webinaire de cette série, celui de demain, parce que la forêt, elle concentre également beaucoup d'enjeux de climat, de biodiversité, etc. Mais elle attire plus encore que l'agriculture, elle fournit un service écosystémique presque unique qui est le rêve, l'esprit de liberté. La forêt, il y a énormément d'émotions dans la population sur une forêt, ça doit être une forêt et on s'attend à pouvoir y aller et trouver ce qu'on rêve, ce à quoi on rêve. Et donc on va voir comment cette dimension vient intervenir dans ce souci d'optimisation, de climat et de biodiversité et de production de matériaux, de biomasse et de satisfaction de besoins nouveaux énergétiques. On verra ça demain et donc rendez-vous demain 10h30 comme aujourd'hui. Merci beaucoup à tous, bonne journée. Merci, à demain.